Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, aujourd'hui, l'axe que nous allons observer, au moins aujourd'hui, peut-être que nous y reviendrons, puisque c'est un axe extrêmement vaste, c'est qu'est-ce qui relève du privé, qu'est-ce qui relève du public, et, dans le domaine qui nous concerne, qu'est-ce qui doit ou devrait relever du droit privé ou du droit public. Donc, c'est Jean-Charles qui a préparé ce thème et il va nous le présenter, puis après nous en discuterons. Alors merci Jean-Charles d'avoir mis tout ça sur la table. Comme tu l'as dit d'ailleurs, plutôt en vrac, mais ça permet de disons, circonscrire un peu ce dont on parle. Euh, je dirais en premier lieu, c'est que l'opposition droit public, droit privé n'est pas suffisante en tant que définition d'un thème à étudier. Bon. Euh, il me semble que la vraie question, c'est qu'est-ce que c'est que le public et qu'est-ce que c'est que le privé. Parce que le droit, finalement, il n'y en a qu'un. Le droit, c'est l'ensemble des textes euh, de règles coercitives qui constituent en France, les 74 codes juridiques. Après, qu'on distingue droit public et droit privé, c'est une question d'appellation, mais moi je considère que droit public et droit privé, c'est la même chose du point de vue du droit. C'est-à-dire qu'il s'agit d'appliquer la loi telle qu'elle est écrite. Alors si elle est écrite d'une certaine façon ou d'une autre façon, ça c'est une autre question. Si, comme tu le suggères en fin d'exposé, il y aurait un excès du public sur le privé, que le droit public serait plus costaud que le droit privé, c'est sans doute que la loi est écrite de cette façon. Et J'ai pas tranché, hein. J'ai pas tranché. Excuse-moi, j'ai pas non, tranché. J'ai non, mais posé la question. si, Voilà. si on pense que, c'est Hmm. sans doute que, c'est ça que je veux dire. Et lorsque tu parles d'un état d'esprit anglo-saxon où on oriente plus le droit vers le privé, c'est tout simplement que le droit est écrit différemment. Voilà. C'est pas qu'il y a, ou alors, ça voudrait dire toujours le même débat qui revient, qu'il n'y a pas de corpus écrit et qu'il y a un gouvernement des juges et que c'est en fonction de l'état d'esprit des juges qu'on va donner une prépondérance au privé et plutôt au particulier. Moi, je dis non, en tout cas en France. La loi, elle est écrite d'une certaine façon et c'est en fonction de la façon dont est écrite la loi qu'on va l'appliquer. Alors, avec bien sûr le bémol, que lorsqu'elle est écrite de façon absolument imprécise, et on a vu déjà que pour nous, imprécision, enfin pour moi en tout cas, imprécision, ça veut dire arbitraire. Et à partir du moment où il est écrit de façon arbitraire, évidemment, c'est celui qui détient l'institution d'arbitrage et qui va pouvoir imposer ce qu'il veut, mais non pas en lisant la loi, mais en interprétant la loi. Et voilà, là est le truc. Alors, euh, si on, si on reprend la distinction droit privé et droit public, bon, pour moi, elle est claire. Le droit privé, ça concerne l'écriture des règles qui président à la résolution, enfin disons à la sanction des conflits entre les personnes privées ou personnes morales privées, hein, voilà. Et puis, le droit public, c'est tout ce qui concerne les litiges entre des individus, qu'ils soient physiques ou moraux. Attention, pas confondre l'État et personne morale. Une personne morale, c'est une personne privée. Et qui concerne donc les litiges entre les personnes physiques ou personnes morales et l'institution de l'État. Bon, ça, c'est une distinction qui est une distinction, je dirais, euh, comment dire, catégorielle, mais qui n'induit pas, qui n'emporte pas en elle, cette discussion, le fait que la loi serait écrite différemment parce qu'elle régit les relations entre le privé et le public. La véritable séparation, à mon avis,
Elle n'est pas entre la notion de droit public et de droit privé, elle est entre la notion d'espace, mot que je n'ai pas entendu une seule fois. Espace, qu'est-ce que c'est que l'espace privé et qu'est-ce que c'est que l'espace public? Et quelle loi doit s'appliquer ou peut s'appliquer dans l'espace public et quelle loi peut s'appliquer dans l'espace privé? Et est-ce que des lois qui s'appliquent dans l'espace public peuvent s'appliquer dans l'espace privé? Voilà, là, il y a un véritable débat. Il y a un véritable débat parce qu'effectivement, il y a un arbitraire, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. C'est-à-dire qu'il y a des lois spécifiques à chaque espace. Eh bien, ce n'est pas le cas. On constate en épluchant les codes juridiques dans le détail que des lois de l'espace public s'appliquent à l'intérieur de l'espace privé. D'où problème. Bon, alors, ensuite, alors, encore un mot sur cette notion d'espace. L'espace privé, bien, on va dire c'est la propriété privée, tout ce qui relève de la propriété privée, à l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur d'une propriété privée, et l'espace public, c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'espace public. Le problème, c'est qu'il y a des espaces qui ont été déclarés mixtes. Alors, ça a un nom en droit, je dirais flottant, parce que c'est écrit nulle part. C'est la notion d'ERP, d'établissement recevant du public. C'est-à-dire que ce sont des établissements privés qui sont soumis à des lois édictées par la puissance publique. Voilà. Et là, il y a il me semble que le problème numéro un, enfin la question numéro un, le problème qui nous est posé, c'est comment se fait-il qu'il puisse y avoir des lois de l'espace public qui s'appliquent dans l'espace privé. Et ça se trouve dans l'ERP, et l'ERP n'est pas juridiquement, la notion d'ERP n'est pas juridiquement établie. Bon, alors ça, c'est un des grands chevals de bataille de notre Constitution en démocratie directe. Alors, tu nous as parlé après du juge des conflits. Bon, j'aurais aimé en savoir plus sur cet ectoplasme qui s'appelle le juge des conflits, mais bref, peut-être tu nous en diras plus. Alors, lorsque tu as fait cette énumération côte à côte, hein, une colonne de droite, colonne de gauche, entre le droit privé et le droit public, on retrouve tout simplement les codes juridiques. Hein. Droit privé, c'est droit civil, droit des affaires. Non, c'est code civil, code des affaires, code du travail, code du commerce, code de la communication, code des brevets, etc. Ça se retrouve, c'est les codes juridiques. Et puis, droit public, c'est droit constitutionnel, ben, c'est la Constitution. Droit fiscal, ben, c'est le code des impôts. Alors, j'ai un problème grave avec le droit pénal. Hein? Pour moi, le droit pénal, il est typiquement... Le droit quoi? Le droit pénal. Pénal, ah pardon. Le code pénal. Ouais. Le droit pénal qui est tout simplement, disons, l'application du code pénal. Le code pénal, c'est typiquement un code de droit privé. Alors, lorsque tu dis, oui, mais en fait, l'État... Alors, la question se pose, d'ailleurs, de savoir si l'État est fondé dans une affaire criminelle, pas contre l'État, attention, pas du terrorisme, action contre l'État, mais qui concerne deux parties, si l'État est fondé à se constituer, à s'auto-constituer partie civile. Bon, ça, c'est une grande question qui agite d'ailleurs les milieux judiciaires. Donc, on va pas régler ici. Ensuite, tu nous parles du droit mixte. Alors, le droit mixte, c'est ce qui me fait doucement rigoler. Hein. Droit social, droit d'arbitrage, droit arbitraire. Voilà. Il n'y a pas de droit mixte, ou alors c'est un droit flou. Hein. Le droit émane de quelque chose d'écrit. Donc, il émane d'un code juridique. Il y en a 74 codes juridiques en France, ça fait en tout 140 000 lois, décrets, arrêtés, règlements, etc. Bon. Donc, il n'y a pas de droit mixte, sauf si on appelle droit mixte lorsque l'État, par exemple, se porte partie civile dans une affaire d'assises, etc. Bon. Ensuite, tu nous as parlé du paradoxe du droit privé. Tu nous as dit, oui, mais le droit privé, en principe, ça oppose litige entre deux personnes privées.
qui sont censés se mettre d'accord. Non, ils ne sont pas censés se mettre d'accord. Un litige qui oppose deux personnes privées, bon, on regarde la loi, on regarde ce qui est écrit dans la loi, on regarde qui c'est qui a tort, qui c'est qui a raison, et on sanctionne celui qui a tort, et on indemnise celui qui a raison. Alors tu dis, oui, mais c'est l'État qui tranche. Ah, mais attends. Excuse-moi, mais c'est jeudi, etc. Je me fais le relais de choses qui ont été dites. C'est pas moi. Et là, depuis un moment, tu dis que j'ai dit ça, que j'ai porté la parole d'eux. Voilà. Non, resitue quand même ta rhétorique en ne m'appliquant pas. Quand même, faut arrêter. Alors, les choses dont se fait l'écho, voilà. disent que c'est l'État qui va imposer. L'État, encore une fois, ne va rien imposer du tout. Dans une conception stricte du pouvoir judiciaire, le pouvoir judiciaire ne fait que lire la loi. Il dit, je constate que la limite entre les deux propriétés de monsieur Dupont et de monsieur Durand, voilà, il y a un pommier, il y a une branche qui descend dessus de chez monsieur Dupont. Monsieur Dupont a le droit de couper la branche. Bon, il l'a coupé, il a raison, il a tort. Bon, voilà, c'est tout. Bon, sauf si la loi est mal écrite. Sauf si la loi est mal écrite, c'est toujours pareil. Et à ce moment-là, si la loi dit, ça dépend, s'il pleut, s'il y a du vent, bon, à ce moment-là, le juge, le juge est un fonctionnaire, voilà, sauf dans quelques tribunaux, eh bien, effectivement, il va appliquer. Donc, on en revient toujours à cette affaire que si la loi, alors prenons l'exemple justement de de ces paradoxes qui ne devraient pas exister, dans le droit privé, si la loi est bien écrite, il n'y a pas de paradoxe. Il y a une loi qui a bien étudié tous les litiges putatifs qu'il peut y avoir entre différents individus particuliers. Elle écrit très clairement la façon de donner raison à l'un plutôt qu'à l'autre, et le juge ne fait que lire la loi. Voilà. Bon. Et c'est pareil lorsque les gens dont tu te fais l'écho disent que l'État est partout, eh bien, l'État, dans une société où le droit est bien écrit, l'État, il a la place qui est écrite dans le droit. Alors, s'il a trop de place, charge aux citoyens, parce que lorsque les gens dont te fait l'écho disent que les lois, évidemment, elles sont écrites par le gouvernement. On est en monocratie, on est en démocratie. Il est écrit dans la Constitution, et d'ailleurs, au niveau du cercle du dénonciation, élection, recours constitution, on est en train de travailler là-dessus. La loi, elle est en principe l'émanation du peuple. Voilà. C'est l'émanation du peuple, la loi. Donc, la loi, c'est l'écran législatif, comme disent les juges. La loi est par définition inattaquable. Bon, sauf si tu dis, mais non. Non, la loi, c'est pas l'émanation du peuple. En fait, la loi, elle est écrite par 2 ou 3 personnes ou une vingtaine de personnes. Bon, alors, la question, elle est là. La question est là. Bon, donc, alors, si tous les paradoxes que tu as indiqués avec pertinence viennent du fait que la loi, au lieu d'être l'émanation de la multitude, elle est tout simplement la toccade momentanée d'un groupe dominant de façon ponctuelle, évidemment, on a une prépondérance totale de la puissance publique sur les litiges. Alors, entre les particuliers entre eux, bien sûr, et puis évidemment, sur les litiges entre le particulier et l'administration. Alors, nous, on est en plein dedans lorsqu'on attaque le Conseil d'État en disant cette loi est anticonstitutionnelle et qui nous dit, mais attendez, c'est moi qui décide si elle est anticonstitutionnelle ou pas, et je n'ai pas à vous donner l'argument. Bon, voilà. Donc, voilà le vrai problème posé, à mon avis. Donc, je propose à Christian qui nous conclut le débat. Oui, non, en guise de conclusion, c'est plutôt des ouvertures de portes, des ouvertures de pistes. Hein. Voilà. Alors, définition dans les... Alors, d'abord, la distinction entre droit public et droit privé. Quand je dis il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de discussion en termes de droit. Droit public ou droit privé, c'est du droit.
Bon, Oui. après, on catégorise comme on veut. Mais c'est de ce point de vue-là qu'il me semble qu'il y a presque un débat inutile, mais bref, voilà, porte à ouvrir. Deuxième porte à ouvrir, il n'y a pas dans la Constitution de définition, de distinction entre le droit public et le droit privé. Non, ce qu'il faut, c'est une distinction entre l'espace public et l'espace privé. C'est à partir du moment où on aura défini ce que c'est qu'un espace public et ce que c'est qu'un espace privé, caractéristiques des uns et des autres, voire un espace mixte optionnel, comme nous on l'a proposé dans notre Constitution, on a défini 3 types d'espaces, bref, et donc voilà un chantier. Alors je dirais, la distinction, la définition des différents types d'espaces dans lesquels la loi va s'appliquer va de pair avec quelle est la loi minimale. Par exemple, pour l'espace privé, il ne s'agit pas d'imaginer un espace privé dans lequel il n'y a pas de loi, que les lois ne sont faites que par les habitants de l'espace privé. Bon. Même dans les copropriétés, c'est très intéressant. Il faudra étudier le système de copropriété qui est extrêmement intéressant parce que c'est de la propriété collective dans lesquelles les copropriétaires écrivent des règles, mais ils écrivent certaines règles à partir d'un socle commun. C'est-à-dire que dans l'espace privé, quelle est la loi minimale qu'on est obligé de respecter et quel est le niveau d'intrusion qui n'est pas permis par l'espace public. Voilà le chantier constitutionnel à faire. L'ERP, alors un débat entier sur les notions d'ERP, parce que l'ERP, on est au centre justement de la problématique. Est-ce que c'est d'espace privé? Est-ce que c'est d'espace public? Quel type de réglementation, quel type de loi doit ou peut s'appliquer dans l'ERP? Qui écrit la loi de l'ERP? Voilà. Bon, grand débat qui m'intéresse au plus haut point. L'ERP, quand tu dis ERP, tu veux dire quoi? Établissement recevant du public. Voilà. Juste un mot très rapide sur le médiateur. Le médiateur, il est là, non pas pour régler les conflits, hein, il est là pour désengorger les tribunaux, essayer de désamorcer les conflits avant qu'on arrive dans les tribunaux. Et puis, un dernier mot sur le droit international. Là aussi, je pense qu'il faut un débat entier sur le droit international qui n'existe que si les protagonistes ont écrit dans leur constitution des règles de soumission au droit international. Voilà. Comme par exemple la France, je crois que c'est le titre 10 ou le titre 11 de la Constitution, qui se soumet au droit du bureau de la CPI. La CPI. Voilà. Donc, un débat sur le droit international qui est, en termes, je dirais, pénal, ça n'existe que si les États veulent bien s'y soumettre, voilà. Bon, mais pour ce qui concerne notamment les affaires économiques, on a là un véritable carcan, puisque tu as cité l'exemple de Monsanto qui est extrêmement intéressant à étudier, voir qui est fondé à, quel tribunal statue, quelles sont les mesures coercitives en cas de non-respect, etc., etc. Donc c'est une chose qu'il nous faut étudier. Droit public, droit privé. Moi je pense, alors c'est un très gros travail dont il faut saluer, hein, la documentation, les ressources qui nous sont exposées, toute une série d'exemples extrêmement intéressants qui témoignent en fait de la façon dont la société fonctionne aujourd'hui. Si on se réfère à l'exposé de la différence qu'il y a entre le droit public et le droit privé, différence que tu balayes, me semble-t-il, en disant qu'il y a plutôt immixtion que différence. Bon. Je pense qu'il y a une confusion, que je pointe assez souvent entre la chose réellement juridique, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle du droit, hein, et puis tout ce qui concerne, on va dire, l'exécutif, hein, les commandements opérationnels, la façon dont les gouvernements décident, etc., qui ne sont pas forcément du droit. Voilà. Bon. Donc il y a déjà là quelque chose, il faut savoir exactement, est-ce qu'on parle... Bon. Alors, si on reprend les définitions qui me semblent peu contestables, qu'on avait données lors de la première édition et que tu as repris,
en exergue de cette seconde édition, c'est que le droit public est un ensemble de règles, constitue l'ensemble des règles qui régissent les relations, donc finalement les conflits, entre des individus et l'État. Alors je dis État. J'ai été frappé par le fait que dans ton exposé, tu n'as pratiquement jamais prononcé le mot État. Je pense que tu l'as prononcé une fois. Or, tu ne parles que de l'État. Bien. Alors, donc, je vais y revenir, parce que je pense que c'est ça le centre enfin, en tout cas, c'est le centre de ce dont je veux parler. Si le droit public, c'est l'ensemble des règles qui régissent les relations entre le citoyen et l'État, parce que le pouvoir public, c'est l'État, c'est-à-dire la machine État. Bon. Et puis, le droit privé, c'est l'ensemble des règles qui régissent les interactions entre les individus eux-mêmes, hein, donc les litiges. De ce point de vue-là, bon, il me semble que déjà on met quelque chose d'assez clair et on parle droit, on parle juridique. Et j'avais indiqué d'ailleurs lors de la première que pour moi tout ça c'était du droit, hein, c'était du droit pareil, que ce soit du droit public, du droit privé, il y a des règles qui disent voilà ce qu'un citoyen a le droit de faire vis-à-vis de l'État et voilà ce que l'État a le droit de faire vis-à-vis d'un citoyen, ça c'est du droit. Il suffit de l'écrire, c'est du droit. Et ensuite, c'est appliqué ou c'est pas appliqué, c'est jugé, bien jugé, mal jugé, c'est un autre problème. Mais qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Bon. Et donc, et puis donc, concernant les relations entre les individus, on va trouver ça notamment dans le Code civil. Alors ensuite, toi, tout ce dont tu as parlé, essentiellement, en fait, c'est l'interface État-citoyen. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans une société? Bon, et l'interface État-citoyen, bah écoute, l'interface État-citoyen, c'est la base de l'organisation sociétale. Bon, et effectivement, c'est le droit qu'il écrit. Le droit écrit, notamment le droit constitutionnel, il écrit, en droit constitutionnel, en principe, il est là pour écrire le droit constitutionnel est là pour écrire les principes fondateurs, duquel vont découler des lois ordinaires, des lois plus précises, qui décrit les relations entre le citoyen et l'organisation étatique. Et tu as dit un petit peu plus loin, parce que, bon, j'ai noté plein de choses, mais ce serait anecdotique de traiter chaque élément que j'ai relevé, mais et quelque chose qui me paraît important, c'est, tu dis, l'État aujourd'hui se place comme un garant de la survie de l'espèce, alors qu'en fait, c'était le rôle de la sphère privée. Alors, non, je ne veux pas laisser passer un truc comme ça, c'est exactement le contraire. D'ailleurs, Hobbes dit bien que l'État n'existe, n'est valide, en tout cas n'est souhaité par le citoyen que s'il lui garantit la sécurité et la survie. Sinon, il n'y a pas besoin d'État. Sinon, c'est l'État sauvage, et bon, on se débrouille. Voilà. Mais à partir du moment où l'homme commence à, disons, avoir la peur bon, eh bien, il a besoin d'un État pour le sécuriser. Donc l'État, c'est pour ça qu'il est aimé ou qu'il est craint, en tout cas, et qu'il est obéi par les citoyens, c'est parce qu'il lui garantit sa sécurité. Bon. Et donc, alors ensuite, donc après, tu dis, il y a immixtion. Alors, moi, je vais traduire. Il y a immixtion, oui, de l'État, du domaine de l'État, dans le domaine du citoyen. Bon, il y a immixtion. Alors, mais tu sembles dire qu'il y a immixtion dans les deux sens. Non, il n'y a immixtion que dans un seul sens, à mon avis. C'est l'État qui s'occupe de tout. Bon, alors, tu dis, non, tu cites une série d'exemples extrêmement intéressants de l'immixtion du privé dans l'État. Alors, bon, je dirais que c'est un biais. C'est un biais de façon de dire. Lorsque tu cites, par exemple, les parcs-mètres, ou on va citer plus globalement les autoroutes. Hein, bon, l'État, il y a l'immixtion du privé dans l'État, mais c'est pas du tout ça. C'est l'État qui sous-traite. L'État reste patron, il reste
patron parce qu'il est législateur. Du jour au lendemain, il dit tiens, moi je vous interdis de faire ça. Donc le patron reste, l'État, pardon, l'État reste en permanence maître du jeu. Il faut bien comprendre que c'est l'État, c'est pas le citoyen. En démocratie directe, oui. Mais là, dans notre système actuel, système mondial, c'est l'État qui est tout le temps maître du jeu. Et lorsque il sous-traite les parcs-mètres ou qu'il sous-traite à des sociétés d'ailleurs qui sont contrôlées en partie par l'État, mais ça, bon, c'est encore un autre détail. Bon, c'est-à-dire qu'il y a une mixtion. Lorsqu'on dit le privé s'immisce dans l'État, et vous voir comment sont gérées ces sociétés privées. Ils sont gérés, avec des capitaux d'État, avec des subventions, etc. Bon, bref. Aujourd'hui, s'il faut faire un tableau, si j'avais à faire un tableau des relations entre l'État et le citoyen, je dirais l'État à 99%, et le citoyen à 1%, voire 0%. Voilà. Donc, ce n'est pas une mission, c'est une sous-traitance. Il ne faut pas se tromper. Et donc, alors après, c'est vrai qu'on attend la conclusion. On attend la conclusion de ça. Alors, moi, je la donne, la conclusion. Hein. C'est que on a non, la prochaine fois. Non, mais on va voir sa conclusion et puis on va voir après. Bon, si on a des droits privés, droits publics, tout ça, je dirais c'est un habillage. Hein. Il y a en réalité un patron, c'est l'État, qui a tous les pouvoirs, et le citoyen qui n'a aucun pouvoir. Bon. Et donc, tout le droit est écrit, le droit aussi bien au niveau du droit constitutionnel que des 74 juridiques, des 140 000 règles coercitives. Bon. Tout ça est écrit afin de donner effectivement tous les pouvoirs à l'État et aucun. C'est pas de. J'entends souvent, il faut redonner le pouvoir citoyen, mais vous n'avez pas de redonner, il n'a jamais eu le pouvoir citoyen. C'est de donner le pouvoir citoyen. Que le citoyen prenne le pouvoir, c'est-à-dire écrive le droit de son intérêt à lui. Alors qu'aujourd'hui, le droit a été écrit par les vainqueurs, par les dominants, par ceux qui maîtrisent, dans l'intérêt, bien entendu, de l'État. L'État étant rien d'autre que, disons, une association de malfaiteurs, des plus grandes puissances industrielles et financières, voilà, et ça s'appelle l'État. C'est tout simplement, disons, un aéropage de VRP, de mandataires, qui sont au service de ces grandes puissances financières. Et quand on dit ça, finalement, on comprend toute la logique de la façon dont le droit est écrit. Public ou privé. Oui, je vais dire deux ou trois petites choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Je vais dire des petites choses sur l'énumération importante des fenêtres qui ont été ouvertes, des fenêtres de discussion, de réflexion qui ont été ouvertes. À partir de ce thème générique, droit public, droit privé, summa divisio. Alors, tout d'abord, je voudrais dire que il y a très souvent, et ça apparaît à plusieurs reprises dans le texte, dans la communication de Jean-Charles, à mon sens, hein, une confusion entre le législatif et l'exécutif. Bon. Est-ce qu'on parle de droit? Si on parle uniquement de droit, bon, il est certain que nous avons abordé, Jean-Charles a abordé tout un tas de sujets extrêmement intéressants, notamment ces quatre axes, hein, l'axe pouvoir, espace, débat, intérêt, dans lesquels il a regardé quelles étaient les hybridations et ce qu'il appelle les inversions entre la pénétration de l'espace public. Bon. Très largement, là, on sort du droit, on entend les pratiques, des pratiques qui peuvent être initiées, donc c'est de l'agir humain ou de l'agir institutionnel, qui n'est pas forcément une application du droit. Voilà. Bon. Donc, mais pourquoi pas? On part
de l'opposition au droit public, droit privé, et on se met à parler très généralement et très globalement de l'immixtion du public dans le privé. Mais ce n'est pas uniquement du droit. Bon, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais je fais cette remarque, disons, un petit peu tatillonne, puriste. Voilà. Bon. Sur le même registre, il y a le problème du législatif et du judiciaire. Et puisque Jean-Charles nous a dit plusieurs fois que l'État finalement était partout parce qu'il écrivait les lois et puis il faisait la justice avec les lois qu'il avait déjà faites. Bon, tout à fait exact. Bon, ça mériterait d'être largement débattu, mais c'est grosso modo exact. Mais je voudrais quand même préciser que le judiciaire a d'autant plus d'importance que la loi est mal écrite. Si la loi est bien écrite, il n'y a presque pas besoin du judiciaire. Bon. Et donc, la loi étant, de notre point de vue, extrêmement mal écrite, ou plus exactement, il n'y a pas de loi précise, limpide, qui fait que le pouvoir judiciaire, finalement, a une importance démesurée, c'est-à-dire qu'il interprète une loi qui peut être interprétée de 1000 façons différentes, j'exagère, mais bon, c'est pour bien enfoncer le clou. Donc, là encore, il faut bien pointer cette carence du droit dans son écriture même qui génère c'est cette mal-écriture du droit qui génère la mainmise et, disons, l'arbitraire des décisions du pouvoir et du système judiciaire. Alors, pour ce qui concerne les droits mixtes, hybridation du droit, bon. Là encore, enfin, comme je viens de le dire, pour moi, il s'agit d'une hybridation de pratique plus que de droit. Le droit, il est, à mon avis, il ne peut pas être hybridé. Le droit, c'est du droit. On écrit une règle qui s'applique. Voilà. Bon. Lorsqu'il y a hybridation, c'est hybridation qu'on s'inspire des pratiques de telle sphère, dans une sphère qui, disons, historiquement avait des pratiques différentes. Voilà. C'est ça que pointe Jean-Charles, et c'est extrêmement intéressant, notamment les 4 domaines, pouvoir, espace, débat et intérêt. Alors, Jean-Charles a surtout détaillé l'immixtion dans le débat du public-privé et l'immixtion dans la notion d'intérêt. Donc, je vais parler un petit peu de ça. Alors, donc, il s'agit, encore une fois, plutôt de regarder l'immixtion de la sphère publique dans la sphère privée plutôt que l'immixtion du droit public dans le droit privé. C'est les deux sphères qui rentrent l'une dans l'autre. Mais il me semble que le mot public et le mot privé ne reflètent pas très exactement ce qui se passe. Et moi, je préférerais, au lieu d'opposer public-privé, d'opposer citoyen et État. Parce que public, on ne sait pas trop ce que c'est que le public. Hein. Bon, et le privé, qu'est-ce que c'est le privé? Est-ce que c'est l'individu? Bon, si on dit citoyen, là on comprend bien, c'est l'individu, et l'État, eh ben, c'est la machine éthique. Et voilà, là, c'est l'émission des intérêts, c'est-à-dire d'un droit qui serait le droit de la personne. Alors, on va arriver sur les entreprises. Hein. Dans le droit qui est le droit de l'État, le droit de faire un certain nombre de choses, et ça s'oppose au droit de l'individu à faire un certain nombre de choses. Alors, pour ce qui concerne le débat, émission du débat privé dans le débat public, la conclusion de Jean-Charles, c'est le débat privé qui a pris le pas sur le débat public. Et il dit, qu'est-ce que c'est que l'opinion publique? L'opinion publique, elle n'existe pas. Par le privé, le débat par le privé. Enfin, voilà, c'est pas le débat privé en soi. Hein. D'accord. Qu'est-ce que l'opinion publique? Il dit, ça n'existe pas, puisque l'opinion publique, en fait, elle est véhiculée par les médias. Les médias sont du privé. Alors là, objection tout à l'heure. Les médias sont du privé. Le privé, et c'est là que ça reboucle, le privé, en fait, c'est l'État. Parce que l'État est à la main et il y a un groupe, disons, une élite économique et financière qui possède des grandes entreprises et qui a fabriqué l'État que nous connaissons aujourd'hui. Bon, donc l'État, les médias qui
véhicule soi-disant l'opinion publique, effectivement, je suis d'accord avec toi, il véhicule une opinion qui convient à ce que veut faire passer l'État. Donc, ce n'est pas les médias privés qui gèrent l'opinion publique, c'est l'État qui gère l'opinion publique. Voilà. Bon. Alors, bien sûr, là intervient l'ILEP. L'ILEP, c'est justement l'outil pour contrer cette chose-là. On ne va pas revenir là-dessus. Les réseaux sociaux compensent-ils le monopole de la diffusion par le faux privé, c'est-à-dire par en fait les oligarques qui sont au pouvoir? Les réseaux sociaux, alors à un moment tu as dit quelque chose comme que je ne peux pas laisser passer, les réseaux sociaux ils n'ont pas de légitimité. Pourquoi ils n'ont pas de légitimité? Les maisons, tu as dit, les réseaux sociaux sont à la recherche de leur légitimité et puis ils sont pas, ça sert à rien, ils sont pas de pouvoir. Bon. Alors heureusement que Luc a rectifié un petit peu, ils ont quand même fait les révolutions arabes, ils ont fait les gilets jaunes avec le 17 novembre, etc. Bon, donc les réseaux sociaux, légitimité, c'est pas une question de légitimité, tout le monde a cette légitimité. Donc, voilà. Les réseaux sociaux, ils sont aussi légitimes que n'importe qui. On ne peut pas laisser passer une chose comme ça. Et puis, ils ont le pouvoir de faire un certain nombre de choses. Et heureusement qu'il y a ce petit pouvoir. Donc, le privé a absorbé les deux cas publics. Je résume. Non, l'État, par l'intermédiaire d'outils qui ne sont pas privés, mais qui sont au service de l'État, effectivement, manipule le débat public. Et alors, la reprise du pouvoir par les citoyens, oui, empowerment, les réseaux sociaux, ils font ce qu'ils peuvent. Voilà. Alors maintenant, pour ce qui concerne l'opposition intérêt public, intérêt privé. Là, j'ai trouvé... bon, c'est très intéressant que tu ouvres cette boîte de Pandore, mais je n'ai pas trouvé très clair. Bon, l'intérêt public, il a un nom, ça s'appelle l'intérêt général. Là, ils ont trouvé ça, l'intérêt général. L'intérêt général, il est présent. Sur l'intérêt public, on ne le trouve nulle part. Hein. L'intérêt général, oui, il est présent, l'intérêt général. C'est d'ailleurs, il fonde tout le droit public, l'intérêt général. Les décrets ou les lois, toutes les règles coercitives qui sont sous le sceau de l'intérêt public, c'est droit public, pardon, le droit public, il est sous l'égide de l'intérêt général. Les décisions qui font partie, les articles de loi au niveau de la Constitution, au niveau des codes juridiques qui font partie de ce qu'on appelle le droit public, ils existent parce que le rédacteur a dit « j'écris ça parce que ça va dans l'intérêt général », dans le sens de l'intérêt général. Donc, il faut parler de l'intérêt général, pas de l'intérêt public. Alors, en quoi est-ce que l'intérêt général... C'est des synonymes, c'est un synonyme, intérêt public, intérêt général. C'est pour ça que, dès le départ, j'ai dit cette opposition publique-privée me paraît pas assez signifiante, eu égard à l'importance, effectivement, du débat qui est lourd. Je préfère qu'on dise citoyen contre État, pouvoir citoyen contre pouvoir étatique. Voilà. Donc, l'intérêt privé domine l'intérêt public, l'intérêt privé domine l'intérêt général. Donc, moi je pense que cette phrase n'a aucun sens tant qu'on n'a pas défini qu'est-ce que c'est que l'intérêt général. L'intérêt général, et on n'arrivera pas à définir l'intérêt général en disant l'intérêt général, c'est ce qui préside à la rédaction du droit public. Ça n'éclaire pas notre lanterne. On n'a toujours pas de définition d'intérêt général. Donc, dire que l'intérêt privé domine l'intérêt général, on ne peut pas se prononcer vis-à-vis de cette affirmation tant qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans l'intérêt général. Et l'intérêt privé, si on considère que c'est l'intérêt de l'individu, du citoyen, le citoyen n'ayant aucun pouvoir, il est forcément dominé par le pouvoir de l'État qui a un pouvoir extrêmement supérieur. Si on considère par contre que l'intérêt privé, c'est celui, comme tu l'as sous-entendu à plusieurs reprises, celui des grandes entreprises ou des grands oligarques, c'est pas lui qui démine, c'est lui qui dicte l'intérêt général. Parce qu'il va pouvoir récupérer les bénéfices financiers derrière. Alors,
Donc, je terminerai sur cette summa divisio qui devrait devenir tripartite. C'est-à-dire qu'il y a le public, il y a le privé, il y a l'entreprise. Bon, alors moi je traduis, il y a le citoyen, il y a l'État et il y a la personne morale. Bon. Alors, avant juste de terminer là-dessus, je voudrais dire que cette summa division tripartite, elle peut être divisée en 74 parties. Parce que je vous rappelle qu'il y a 74 codes juridiques qui définissent des espaces législatifs distincts. Hein, bon, voilà. Bon. Donc, il y a effectivement, alors, dans ce que tu as appelé public, on va avoir le code des collectivités territoriales, etc., le code électoral, des trucs comme ça. Dans le privé, on a le code pénal, le code civil. Dans le code d'entreprise, on a le code des sociétés. Bon. Mais derrière, il y a encore une 70 codes juridiques. Donc, j'ai déjà indiqué que je ne retenais pas, disons d'un point de vue strictement de la vision juridique, cette summa divisio public-privé. Donc, je ne retiens pas plus une summa divisio tripartite, plus que je la retiendrais si on disait qu'il y avait 74 subdivisions au droit. Mais je voudrais dire une chose, c'est que ce qu'on appelle l'entreprise, en fait, c'est une personne. Si on prend l'opposition générique État-citoyen, individu-État, bon, personne, la personne et l'État. Bon. L'entreprise, c'est une personne morale. Il y a la personne physique et la personne morale. Il y a une division artificielle, enfin, une distinction artificielle entre personne physique et personne morale. Et je vous rappelle que la personne morale, c'est une invention très récente. Ça a 170 ans, c'est né avec la société industrielle, avec le capitalisme. C'est le capitalisme qui a inventé, puisque vous connaissez ma théorie sur laquelle le capitalisme, c'est rien d'autre qu'une construction juridique complexe. Et dans cette construction juridique, on sait qu'il y a l'invention extraordinaire, c'est sans doute la plus belle invention du capitalisme, de la personne morale. Quesaco, personne morale. Bon. Alors, parmi les solutions que vous avez évoquées, Jean-Charles et puis Luc, avec donc Luc sa constitution et Jean-Charles ses idées, je dirais que de mon côté, le projet que je porte, il abolit les personnes morales. Donc, il n'y a plus de problème. L'entreprise, c'est l'individu agissant. Chaque individu est entreprise. Et je vous rappelle que sans la personne morale, il n'y a pas de capitalisme, il n'y a pas de croissance. Terminé. Il n'y a pas de révolution industrielle, il n'y a pas de société industrielle, il n'y a pas de développement de tout ce qu'on a vu se développer depuis 1815 s'il n'y a pas la personne morale. La personne morale, on est là sur une cheville ouvrière fondamentale du capitalisme, de la croissance, de l'oligocratie, de la démocratie représentative, et qui permet le fonctionnement. Donc, bien entendu qu'il y a un droit, mais oui, il y a un droit de la personne morale, il y a un droit de l'entreprise qui est extrêmement intelligent d'ailleurs, intelligent dans le sens Machiavel pour arriver à ses fins, pour arriver à faire du profit, parce que de toute façon, le seul objectif de l'individu, aujourd'hui, le seul objectif de l'agir humain, que ce soit par le biais de l'entité étatique, que ce soit par le biais de la personne morale, de la personne physique, c'est le profit. S'il n'y a pas de profit, il n'y a pas d'agir. Et donc, le droit, tout ce droit de l'entreprise est écrit dans ce sens-là. Et que là, je dirais que, je n'aime pas le mot solution, mais la piste pour contrer cette immixtion dont on ne sort pas effectivement, hein, de l'État, de l'entreprise, du citoyen, on ne sait plus si c'est un citoyen, si c'est un privé, un public, bon, eh bien, c'est d'abolir, de faire en sorte que cette entité, cette construction juridique extrêmement toxique qu'est la personne morale, hein,
on puisse l'abolir par une série non pas de création de loi, mais d'abolition des lois qui ont permis la création de la personne morale. Voilà, j'en ai terminé. Non, c'est simplement pour ouvrir. Alors, j'avais noté trois choses, 3 points qui me semblait nécessaire d'ajouter dans le cadre de la réflexion sur la personne morale, c'est les associations. Les associations, alors par exemple en France, il y a 2 millions d'associations, mais il n'y en a que 5% qui comptent vraiment. Il faut savoir qu'en France, par exemple, les associations, c'est 50 milliards. Alors les associations sont subventionnées, sont financées à 99% par l'État. Bon. Donc, les associations sont un relais, disons, un alibi citoyen, voilà. Mais c'est financé par l'État, c'est 50 milliards, c'est-à-dire 8 fois le budget de la justice. Voilà. Donc, un débat sur les associations, ça fait partie des personnes morales, il y a un droit d'association, mais ça c'est l'État en direct. Deuxièmement, pour préciser, pour aller plus loin dans cette affaire d'entreprise, qui sont en fait des émanations de l'État, ou l'État qui est une émanation d'entreprise, c'est plutôt ça. L'État est plutôt une émanation des entreprises, et les hommes politiques sont des VRP, comme il y a le directeur commercial, le directeur des ressources humaines, et puis il y a l'homme politique. Voilà. Et c'est ça qui fait l'État. Eh bien, je voudrais citer, et on en parlera peut-être si vous souhaitez, le RECM, le répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l'État. Il y a 1800 entreprises. Certaines, bon, il y a environ une centaine d'entreprises qui sont contrôlées directement par l'État, et toutes les autres, 1700, via des participations croisées, vous avez tous les systèmes de société, écran, commandites par action, etc., contrôlés également par l'État. Donc, le RECM qui apporte un peu plus de compréhension sur le droit de la personne morale. Et puis, alors, concernant les nationalisations, parce que c'est de ça dont vous avez parlé, à partir d'un certain niveau, une entreprise, il faut qu'elle tombe le masque, et voilà, est-ce qu'il faut qu'elle devienne... ça pose la question, alors, la réponse est oui, s'il y a un pouvoir citoyen, bien entendu. Si on nationalise une entreprise qui est dans un système capitaliste, les capitalistes qui sont au pouvoir, tout ça, voilà, c'est un habillage. Bon, si un pouvoir citoyen, bien sûr que oui. L'arme de la nationalisation, c'est l'arme du pouvoir citoyen. Dès qu'une entreprise est possible, s'il y a des entreprises dans notre système à nous, bon, il n'y a pas d'entreprise, il y a que des individus agissants. Bien. Et puis, ça pose, en fait, la question du service public. Qu'est-ce que c'est qu'un service public? L'entreprise est nationalisée si elle est un service public, et c'est comme pour l'intérêt général, définition de service public.